Bonjour Yannick, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, Yannick Bestaven, 52 ans, habitant La Rochelle, skipper du bateau Maître Coq 5 et vainqueur du dernier Vendée Globe sur Maître Coq 4. Alors on rentre dans une période qui finalement est la dernière période où tu vas être le tenant du titre de ce Vendée Globe. Ouais, ça y est, enfin. Et bah ouais, c'est vrai que 4 ans c'est passé vite, mais plein de belles choses se sont passées depuis l'arrivée du Vendée Globe. Plein de belles rencontres, plein de beaux projets, plein de belles navigations. Ouais, ça a été chargé. Tu as changé de statut? Je sais pas, c'est aux autres à le dire, mais moi je suis le même, avec plus d'expérience certainement, ouais, avec plus de, en ayant l'impression de connaître un peu mieux le Vendée Globe et de me sentir même un peu plus près qu'il y a 4 ans. Alors revenons un peu à la genèse de ton histoire. Tu es originaire du Sud-Ouest. Comment tu découvres la voile? La voile, bah, dans le club de voile d'Arcachon, euh, en planche à voile au début et en windsurf avec mes amis, avec Jean-Marie Doris, et puis avec Yves Parlier après, qui m'a embarqué sur ses projets, sur ses bateaux. Et c'est ce qui, à l'époque, c'était Aquitaine Innovation. Et c'est ce qui m'a donné envie de partir moi aussi en solitaire à mon tour, en m'inscrivant, en participant à la Mini Transat. Alors voilà, pour toi, les premières histoires de Vendée Globe, ce sont celles d'Yves Parlier. Bien sûr. Yves Parlier, et un peu avant même Titouan Lamazou, qui est un Béarnais, qui était aussi souvent du côté d'Arcachon. Donc ouais, c'était des marins, des aventuriers qui me faisaient rêver, ouais. Qu'est-ce qui te motive à suivre leur sillage? Bah, l'envie moi aussi de découvrir, l'envie de vivre des sensations fortes, l'envie de liberté, l'envie d'être en mer, l'envie de compétition, l'envie d'aller revoir les mers du Sud. Ouais, l'envie de tout ça, ouais. Alors, on est encore à une époque où le Vendée Globe arrivait plutôt dans un deuxième temps, dans une carrière, après avoir bien construit son savoir. On a l'impression que là, on est dans une époque où ça change, hein. On voit des gens qui arrivent très jeunes sur le Vendée et qui vivent très tôt cette aventure. Toi, ça va venir quand même en milieu de vie, j'ai envie de dire, hein, après un long parcours d'apprentissage. C'est gentil, je cru que tu allais dire fin de carrière. Bah, je suis le plus vieux vainqueur du Vendée Globe, alors sachez-le, hein. C'est ce qu'on m'a dit le jour de l'arrivée. Et ouais, bah, moi j'ai mis du temps à en arriver là. C'est des projets qui sont quand même compliqués à monter. Surtout lorsque, comme je l'ai fait, il faut tout entreprendre, trouver les sponsors, acheter les bateaux, vendre un projet. Voilà, ça a été des années de galère aussi pour monter tout ça. Et c'est vrai que bah, le message que moi j'essaie de passer, c'est que j'ai eu aussi beaucoup d'échecs avant de gagner et que de jamais lâcher, de toujours y croire et la passion m'a fait être au départ d'un premier Vendée Globe en 2008 qui n'a pas duré longtemps et 12 ans après de revenir pour le gagner. Donc voilà, tout a été plus long pour moi et voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je savoure aussi un peu plus. Et tant mieux maintenant si aujourd'hui des jeunes arrivent plutôt sur le Vendée Globe. Voilà, c'est une très très belle compétition, une belle expérience. Voilà, moi je pense que sur des courses longues comme le Vendée Globe, l'expérience est aussi importante. Donc tant mieux si les jeunes peuvent faire cette expérience plus tôt. Comment tu caractériserais pour quelqu'un qui ne connaît pas le Vendée Globe? Bah, on me la compare souvent à l'Everest, hein. C'est vrai que pour nous, marins, course au large, c'est un peu le Graal. Donc c'est la course dont tous les skippers du Mini Transat, en passant par le Figaro, la classe 40, rêvent un jour de faire. Enfin, donc beaucoup rêvent de faire. Et voilà, donc moi je me sens très privilégié d'être parmi les 40 prochains skippers à prendre le départ le 10 novembre. Et je me rends compte tous les jours de la chance que j'ai d'avoir un beau partenaire avec Maître Coq, une équipe de 15 personnes autour de moi pour m'aider à préparer ces projets, parce qu'on parle de course en solitaire, mais on est nombreux à travailler sur ces projets. Et, euh, et donc, ouais, c'est notre Graal à nous, marins, d'aller faire le tour du monde sur des bateaux qui sont magnifiques, les IMOCA, qui maintenant volent, les amener autour de la planète et revenir au Sable d'Olonne
En moins de 3 mois, c'est exceptionnel. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ton expérience de 2008? Waouh, je préfère. Ouais, celle-là, j'ai vite d'y repenser parce qu'elle a été quand même. Elle s'est soldée par un arrêt brutal quelques heures après le départ. Un dématage qui est intervenu, je crois, dans la première soirée ou deuxième soirée. Donc, ça a été un retour au sable difficile, douloureux, parce que j'avais fait beaucoup de sacrifices perso pour acheter ce bateau, pour être au départ. C'était l'ancien bateau d'Yves Parlier, l'ancien Aquitaine Innovation. Et voilà, ça c'est 2 jours de course sur le Vendée Globe. J'avais l'impression au départ du dernier Vendée Globe d'être bisu, d'avoir jamais fait le Vendée Globe. Et c'est dur de revenir comme ça alors que bah, tout le monde a fait des sacrifices, tout le monde m'avait aidé à avoir le bateau, à être au départ. Donc je l'ai eu en travers pendant très longtemps. Ouais. Et alors pour rebondir, tu es redescendu en termes de taille hein, de bateau Ouais. et tu es allé te refaire la cerise en classe 40 avant de te réattaquer de nouveau à cet Everest parce qu'il fallait quand même y arriver. Ouais, j'avais d'autres projets aussi à côté parce que grâce à cet échec sur le Vendée Globe, j'ai pu développer la société qui fabrique des hydrogénérateurs Watensi avec mon associé Mathieu. Donc c'est certainement grâce à cet échec-là que j'ai pu me consacrer à l'entreprise, changer un peu de voie. Et puis les personnes qui nous ont aidés financièrement à lancer cette entreprise m'ont poussé à repartir sur un bateau. Enfin, moi, je les ai amenés aussi. C'est vrai que j'avais toujours la passion, les yeux qui brillent, et ils m'ont aidé à acheter un classe 40. Et comme ça, de fil en aiguille, on a gagné la Transat Jacques Vabre en 2011 avec Éric Drouglazé. Et puis j'ai regagné la Jacques Vabre en 2015 avec Pierre Brasseur. Donc tout ça a fait que j'ai jamais arrêté de naviguer. Et j'avais aussi dans un coin de ma tête peut-être un jour être à nouveau au Sable d'Olonne au départ du Vendée Globe. Et c'est ce qui s'est passé 12 ans après. Donc voilà, ça a été long. Et voilà, c'est le travail, les rencontres et un petit peu la chance aussi qui a fait que j'ai pu être sur la ligne de départ en 2020. Alors, tu en parlais à l'instant, mais j'ai envie qu'on mette un peu le coup de projecteur sur cette société parce que bah, c'est une invention assez géniale. Raconte-nous un peu les hydroliennes et comment d'une idée, finalement, vous avez développé ce qui est devenu un standard pour tous les bateaux de course au large, mais aussi de plaisance. Ouais, tout à fait. Watensi, ça a été un très beau projet que j'ai mené avec mon associé Mathieu. Mathieu Michou qui m'a aidé dans ce projet-là. Moi, j'avais l'idée de partir faire le tour du monde avec des énergies renouvelables. C'était mon premier but quand j'avais récupéré ce bateau Aquitaine Innovation. Yves Parlier m'avait toujours dit que la seule chose sur laquelle il n'avait pas travaillé, c'était les énergies du bord. Il avait développé le Maël. C'est grâce à lui que tous les IMOCA ont des Maël aujourd'hui. Et du coup, c'est des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Et moi, l'idée, c'est de faire le tour du monde avec des énergies solaires, avec une hydrolienne. Et du coup, on a développé ce projet au début que pour les bateaux de compétition. Et de fil en aiguille, vu la réussite de notre projet, on a décidé de monter une entreprise, de fabriquer à grande échelle en série pour équiper les bateaux de plaisance d'hydrogénérateurs. L'idée était de fabriquer de l'électricité avec la vitesse du bateau. Donc en course, plus on va vite, plus on fait d'électricité. Moi, je trouve cette idée plutôt bien. Et puis sur la plaisance, ça permet aussi de ne pas allumer les groupes électrogènes ou autres et de partir en croisière avec sa propre énergie. Et donc du coup, voilà, Watensi existe depuis 2009 maintenant. Et aujourd'hui, on est très fiers d'équiper tous les bateaux du Vendée Globe au départ. Donc c'est une très belle réussite. Et c'est une entreprise qui vit bien aujourd'hui encore, hein, et qui se développe et qui innove encore. Ouais, qui innove, on a des projets fantastiques de cargo à voile. Donc c'est un peu au goût du jour en ce moment, il y a pas mal de projets. Et du coup, on a fait nos premiers gros hydrogénérateurs de plusieurs kilowatts. Et ça marche bien. Il y a d'autres projets dans les cartons là, pour la suite. Et voilà, donc ouais, on innove. On a fait des éoliennes pour les ultimes. On a fait pas mal de choses. Enfin, surtout Mathieu, qui est un ingénieur passionné, qui aime beaucoup la technologie. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la course au large, j'ai pris un peu plus de recul. Je suis resté toujours actionnaire, mais je ne suis plus dans l'exécutif, on va dire. Mais c'est une société qui me tient à cœur parce qu'on a créé ça de toutes pièces. Ouais. Et elle raconte un peu pourquoi l'énergie est un secteur clé à bord d'un bateau de course. Bah, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que ça évite d'amener trop de carburant à bord pour les groupes électrogènes. Donc, ça permet de gagner du poids. Donc, en compétition, quand on voit le prix du kilo sur nos bateaux, c'est très important. Et puis, en termes de sécurité, ça permet d'avoir des systèmes redondants de production d'énergie.
Et moi, je me rappelais toujours Michel Desjoyaux qui avait failli arrêter son Vendée Globe au Cap Horn parce qu'il n'y avait plus d'alternateur moteur. Le grand public ne comprenait pas qu'un bateau à voile, une panne moteur pouvait l'handicaper. Et donc voilà, donc l'idée était vraiment de travailler sur des sources alternatives pour avoir le plus de chances de finir un tour du monde. Et l'hydrogénérateur est arrivé à point nommé pour ça. Et voilà. Jusqu'à devenir encore une fois une norme, hein. Ouais, ouais, carrément. J'ai toujours rêvé que Watansi devienne comme le Frigidaire, un nom référence. Alors revenons à ce Vendée Globe 2020. Euh, Qu'est-ce que tu en gardes là maintenant? Qu'est-ce qui reste que tu as envie de chérir et de conserver comme souvenir, quoi qu'il arrive dans celui qui arrive? Bah, le trophée, je vais le garder parce qu'il restera sur mon bureau, ça c'est chouette. Et, bah, revivre les bons moments, des moments exceptionnels, même dans la difficulté, les émotions fortes que j'ai pu vivre sur le Vendée Globe 2020-2021. Revivre les mers du Sud comme j'ai pu les vivre, avec beaucoup d'intensité, des lumières exceptionnelles, des albatros qui suivent le bateau pendant des jours, ces grandes houles de l'océan Indien et Pacifique, même s'il n'a pas été pacifique du tout. Ouais, vivre ces moments forts, c'est vraiment ça que je suis venu chercher en partant à nouveau sur le Vendée Globe. Ouais. Et rappelle-nous l'intensité de la régate quand même, parce qu'il y a toute cette remontée de l'Atlantique où tu vas passer par tous les États. Ouais. Même avant ça, hein, il y a eu le sauvetage de Kevin, où on a dû faire demi-tour et s'arrêter de nombreuses heures pour le chercher. Après, il y a eu le fait que je reprenne la tête du Vendée Globe le 16 décembre, après cet accident-là. Que pendant un mois, j'ai gardé la tête du Vendée Globe. J'étais devant des bateaux plus performants que le mien, qui avaient des foils plus grands. Je passais le Cap Horn en tête, alors ça, c'était inespéré et un rêve d'enfant. Et puis après, tout s'est écroulé. Mon avance a fondu comme neige au soleil dans le Brésil, où j'ai perdu, je ne sais plus, 300 000 d'avance, ou je ne sais plus combien j'avais, plusieurs jours d'avance. Et il a fallu se remotiver pour suivre le train des 5 premiers qui m'avaient doublé, prendre une option différente d'eux. Moi, je passais à l'ouest des Açores pour tenter une dernière chance, un dernier coup stratégique et météo. Et ce qui me fait gagner le Vendée Globe avec 3 petites heures d'avance sur Charlie Dalin, ce qui est rien sur 80 jours de course. Et une arrivée très serrée parce que sur les dernières 24 heures, on était encore 4 ou 5 bateaux à pouvoir gagner le Vendée Globe. Donc c'était du jamais vu sur toutes les épreuves de ce Tour du Monde qui avait eu lieu avant, quoi. Donne-nous quelques exemples des enseignements que tu as tirés de cette course pour préparer celle qui arrive. Bah, le premier enseignement, c'est que c'est un marathon, qu'il ne faut jamais baisser les bras, parce que moi, les 3 premières semaines, j'étais dans les 10 premiers, je me suis retrouvé après en tête, après j'ai perdu la tête, après je gagne au final. Donc ça, c'est important de se dire que sur cette course-là, il va y avoir plein de rebondissements et qu'il ne faut pas s'arrêter qu'au pointage journalier. Voilà. Et les enseignements, c'est la fiabilité avant tout. C'est-à-dire qu'avec nos bateaux, on sait tous aller vite, voire très vite. Mais parfois, il va falloir être malin, intelligent, savoir lever le pied au bon moment, savoir préserver le matériel pour finir avec un bateau qui a le plus de potentiel possible. Hein. Lors du dernier Vendée Globe, les 5 premiers, je pense qu'on était loin d'être à 100% du potentiel du bateau. Donc ça sera certainement comme ça aussi sur ce Tour du Monde-là. Donc il va falloir gérer le bateau, gérer tous les imprévus, savoir économiser le matériel et le bonhomme pour avoir la remontée du Cap Horn au Sable d'Olonne est très très longue. Et il peut se passer beaucoup de choses, on l'a vu sur le dernier Vendée Globe. Alors cette victoire, elle t'a permis aussi de relancer un projet tout de suite derrière, et de te relancer dans la construction d'un bateau à ta main, comme tu l'entendais. Raconte-nous cette nouvelle phase, ce cycle qui arrive là maintenant à échéance. Ouais, c'est vrai que Maître Coq, après l'arrivée du Vendée Globe, m'a proposé de repartir pour 4 ans avec un nouveau bateau. Il voyait dans mes yeux que mes yeux brillaient pour des ailes d'albatros. Alors moi j'avais des ailes de poulet, des petits foils sur mon bateau de 2020. Donc voilà, donc on s'est mis d'accord pour relancer un nouveau projet avec un nouveau bateau. Après il y a eu la construction, donc c'est vrai qu'on a fait ça aussi avec nos moyens humains et financiers. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur un nouveau design, on n'en avait pas le temps ni les moyens, on est parti sur des dessins existants.
sur les plans d'Eleven Hours, qui était un bateau qui avait été dessiné avant le Vendée Globe de 2020, qui était quand même un bateau moderne. Et aussi, ça nous permettait d'économiser sur les coûts de l'outillage, les moules existants du bateau aussi. Donc c'était plutôt bien de prendre des outillages existants plutôt que d'en aller en refabriquer encore à nouveau. Et puis surtout, par rapport à la taille de notre équipe, ça nous laissait du temps pour la mise au point du bateau. Et on voit qu'un IMOCA, c'est quand même compliqué à mettre au point. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu une première route du Rhum un peu difficile avec un bateau qui avait à peine touché l'eau, mais qui m'a permis quand même de me qualifier pour le Vendée Globe et d'arriver de l'autre côté. Et puis après, il y a eu une Jacques Vabre où on a dû s'arrêter alors qu'on était plutôt bien parti tôt parce qu'on a eu des problèmes de structure. Il y a eu, voilà, il y a eu différentes courses. Transat anglaise qui était plutôt pas mal. On va dire, moi je suis assez content du résultat de la Transat anglaise. Le retour a été plus compliqué où j'ai eu encore une avarie. Donc voilà, ça fait partie de la mise au point du bateau. De toute manière, j'ai toujours dit qu'il fallait être prêt le jour J, c'est-à-dire le départ du Vendée Globe. Tout le reste, tous les autres courses et les autres entraînements, c'était que de la préparation. Donc je pense qu'on a un bateau qui est enfin abouti. Et alors sportivement, on s'attend à une édition géniale avec une concurrence extrêmement relevée, avec un rythme particulièrement relevé. Comment toi tu te situes dans cette course? Comment tu l'envisages à la lumière de cette expérience justement que tu as de vainqueur et avec un bateau fiabilisé en 3 ans? Moi déjà, je ne me mets pas la pression par rapport à ça parce que je sais que ça va tirer dans tous les sens dès le départ. Et on va faire ce qu'on peut, comme on peut. Et par contre, je pense savoir me servir de mon bateau. Je pense un peu être assez présent sur les coups météo. Donc je ne suis pas trop inquiet par rapport au rythme qu'il va y avoir. C'est sûr qu'il va y avoir un gros rythme quand tu vois le plateau, quand tu vois les bateaux, quand tu vois le nombre de potentiels vainqueurs qu'il peut y avoir sur ce Vendée Globe-là. Tout le monde va vouloir se montrer. Mais il faudra garder la tête froide et puis voilà, essayer de tenir le rythme sans s'user. Parce que le Vendée Globe, c'est vraiment une course d'usure. Ça, on le sait, on l'a vu il y a 4 ans. Donc il va falloir être malin. Sur la météo dont tout le monde dit qu'elle a été très particulière il y a 4 ans, est-ce que tu penses que cette édition reviendra dans les standards un peu plus classiques? Je ne sais pas trop ce que c'est les standards sur le Vendée Globe. Je pense que ça sera aussi compliqué qu'il y a 4 ans. Ça sera différent, mais ça sera aussi compliqué. Donc il faudra s'adapter. Et la force du marin, c'est de s'adapter, quelles que soient les conditions météo, quel que soit le temps. Donc on s'adaptera. Et alors sur le vol, parle-nous du vol un peu, parce que ça c'est une nouvelle sensation quand même. Il Ouais. a fallu appréhender cela, apprendre à faire avec, Ouais. et puis changer aussi sa manière de vivre à bord. Ouais, bah, c'est parce que, enfin, on vole, mais on fait surtout des ricochets sur l'eau, quoi. Parce que nos bateaux, ils atterrissent aussi souvent, et c'est pour ça qu'ils sont violents, en fait. C'est pas un vol stable. On vole sur des plans, sur des foils centraux, donc sur un équilibre un peu précaire. Mais c'est vrai que cette sensation, lorsque la mer est bien rangée et plate, de glisser au-dessus de l'eau et d'accélération qu'on peut avoir dans nos bateaux, elle est géniale. Après, on l'a vu d'ailleurs sur le dernier Vendée, on est limité en fonction de l'état de la mer. On peut pas être à 100% du potentiel de nos bateaux tout le temps. Ça, c'est impossible. C'est l'état de la mer qui va dicter un peu la vitesse qu'il faudra avoir. Mais par contre, c'est un sacré turbo. Ça permet d'accélérer au bon moment. Voilà, et c'est vrai que les chocs après les atterrissages sont violents. Donc on a vraiment équipé le bateau pour se protéger avec des filets à l'intérieur pour casser les volumes, pour pas les voler trop loin dans le bateau. Des fauteuils moulés montés sur des suspensions de VTT pour amortir les chocs. On a des casques, ouais, c'est vrai que on est équipé pour survivre à ces chocs violents et nombreux à bord de nos bateaux. Ouais. Et en termes de feeling que tu as, toi, le navigateur, ça a aussi changé pas mal de choses, parce que il y a évidemment la fermeture des cockpits aussi, mais c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans la navigation qui t'a séduit au départ. On n'est plus cheveux au vent et on est éventuellement casqué et sanglé. Ouais, c'est vrai que on voit de moins en moins souvent les ciels étoilés quand on lève la tête. C'est différent, mais par contre, on a quand même des bateaux qui sont géniaux parce que le fait d'aller vite nous permet aussi de jouer plus avec les systèmes météo. En termes de stratégie, c'est super, quoi, de pouvoir se positionner, de pouvoir naviguer devant des fronts et se déplacer à la vitesse du front d'une dépression, par exemple. Avant, nos monocoques ne permettaient pas ça. Maintenant, on a rejoint un peu les
les multicoques qui pouvaient le faire avec des hautes vitesses. Et du coup, en termes de stratégie, c'est génial d'arriver à se déplacer sur l'eau à ces vitesses-là, même si, comme dit Jean, ça reste la vitesse d'un Solex. On arrive quand même à tenir des moyennes d'une vingtaine de nœuds et qui permettent de suivre des fronts de dépression. Et en termes de stratégie, ça reste très intéressant. Ouais. Alors parlons-nous de cette dimension stratégique, de cette dimension match, parce que on l'a dit, il y a 15 projets très bien préparés avec des marins aguerris qui, dans le dernier cycle, se sont tous montrés les uns après les autres. Donc là, vraiment, on a un tableau sportif qui n'a jamais existé finalement sur le Vendée Globe. Euh, Qu'est-ce que toi tu attends de ce match-là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'excitation, d'envie de voir ce que ça donne sur la longueur? Oui, parce que moi je suis un compétiteur, donc c'est excitant de pouvoir d'avoir un plateau relevé. Et c'est ce qui me plaît en IMOCA, c'est que je trouve que c'est une série qui se porte bien parce qu'il y a de la concurrence. Et la concurrence, c'est génial. Ça permet de s'améliorer, ça permet de performer, ça permet de toujours essayer. Pour rester au top, c'est dur de rester au top niveau, donc il faut faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation, rien laisser au hasard, et ça devient de plus en plus pointu dans tous les domaines. Et c'est ça qui fait le charme de l'IMOCA. Donc moi, ça m'excite de savoir qu'il va y avoir peut-être 15 ou plus de bateaux qui ont des potentiels et surtout qui peuvent gagner le Vendée Globe. Ça va être excitant à vivre de l'intérieur, Et alors comme à l'extérieur. où est-ce que ça va se jouer? Je ne sais pas parce que je ne suis pas devin, je n'ai pas une boule magique qui me raconte l'avenir, mais je ne sais pas où ça va se jouer. Ça peut se jouer à plein de niveaux. La dernière fois, ça s'est joué dans le golfe de Gascogne à la fin. Donc je ne sais pas. J'espère que la régate sera aussi serrée que la dernière fois. Et voilà, la dernière fois, on était peut-être 5 à pouvoir gagner le Vendée Globe dans les dernières 48 heures. Si en janvier 2025, on est 10 à pouvoir gagner dans les 24 heures avant l'arrivée, ça sera encore mieux. Donc on verra. Et qu'est-ce qui fera la différence chez les hommes? Parce que là, on parle beaucoup des bateaux, de la fiabilité, de la nécessité de revenir avec un bateau en forme. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre vous, avec pareil, des parcours assez différents, des niveaux sportifs qui sont montés? Tout le monde maintenant va à la salle, fait de la muscu, mais aussi un très bon ingénieur météo, un très bon technicien. Qu'est-ce qui va être le secteur clé? Le mental. Le mental et que le mental. Parce que tu peux aller à la salle de muscu, tu peux être très fort, tu peux envoyer des voiles en quelques minutes, quelques secondes, ou faire des manœuvres rapides, etc. Tu gagnes que quelques mètres quand tu fais ça, alors qu'avec le mental, tu peux gagner beaucoup plus. Et c'est ce qui vient dans la voile. D'ailleurs, je pense que c'est un des seuls sports avec le sport auto, peut-être, où tu n'as pas de classement de sexe, masculin ou féminin. Je veux dire que tout le monde a sa chance, parce que le mental, voilà, les filles, on voit Sam Davis, on voit Justine Métro, Isabelle Josque, Piper, dernièrement, ce qui s'est montré aussi. Enfin, elles ont toutes un niveau pour finir sur le podium du Vendée Globe. Et donc voilà, je ne dis pas que les garçons sont plus musclés, mais ce qui serait important, c'est que le mental, ça c'est sûr. Et alors, qu'est-ce qui est important dans le mental? C'est quoi? C'est la capacité à gérer ses émotions? Ouais, la capacité à gérer ses émotions, la capacité à gérer les hautes vitesses, le stress, la capacité à trouver des solutions pour réparer quand on aura des pépins techniques, parce qu'on en aura tous. C'est la capacité à gérer tout ça, ouais. Le stress, comment on fait pour gérer sur la longueur? On allume la musique à fond, on met un bon casque audio pour plus entendre le sifflement du bateau. Et puis, l'humain est bien fait, il s'adapte à toute situation. Et au fur et à mesure qu'on vit dans ces bateaux-là, on s'adapte à ces bruits, à ces chocs, à ces sifflements. Donc voilà, mais on est stressé du départ jusqu'à l'arrivée, je pense, sans s'en rendre compte. Alors, question là-dessus, est-ce que quand on a franchi la ligne, c'est d'un coup le stress qui tombe? Ouais. Moi, j'ai senti à l'arrivée du dernier Vendée Globe, je me suis senti hyper léger une fois la ligne d'arrivée franchie. Et je pense que je me rendais plus compte, mais c'était le poids du stress que j'avais plus. L'équipe est montée à bord, a commencé à gérer les manœuvres, rouler les voiles, gérer l'entrée du bateau dans le chenal. J'avais plus rien à faire. Et là, j'ai vraiment senti cette légèreté que j'avais pas ressentie depuis bien longtemps. Donc, ouais, le stress, et heureusement, le stress, la peur, c'est ce qui permet aussi d'être en sécurité, de faire attention.
Et du coup, le plaisir s'est déplacé? Est-ce qu'on prend du plaisir différemment qu'il y a 15 ans? Bah, on prend du plaisir, ouais, parce que il y a pas que des moments difficiles. Il y a des fois, tu as aussi des mers bien rangées où le bateau va bien glisser pendant une journée, une nuit entière ou des jours entiers même, où tu vas vraiment te faire plaisir dans des conditions qui sont plutôt agréables, où tu vas avaler des milles de façon cool, tranquille. Donc, non, non, il y a aussi ces bons côtés-là dont on parle peu. Mais est-ce qu'il est différent que celui que tu prenais avec les cheveux au vent il y a 15 ans sur ton premier IMOCA? Franchement, je m'éclate plus avec ce bateau-là. Ouais, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'il y a plein de réglages en plus. Tu peux faire la différence sur plein de choses ou perdre du terrain sur plein de petits réglages. Donc le- la machine en elle-même, le bateau, il est plus intéressant à faire avancer, quoi. Et tu te creuses la tête pour trouver des solutions pour améliorer tes vitesses. Non, je trouve que les bateaux, ils sont quand même bien plus passionnants, ouais. Comment tu expliquerais la complexité de vos bateaux et le fait que bah, maintenant vous êtes quasiment tous ingénieurs, hein? Ouais, peut-être. Euh, la complexité, bah, on a des systèmes électroniques, déjà informatiques, qui nous permettent de piloter nos bateaux. On a des pilotes automatiques très performants. On a des données, des datas plein le bateau qui nous permettent de savoir si on est bien réglé ou pas. On a des alarmes d'effort sur le bateau. On a des réglages d'angle de foil, de profondeur de foil que l'on peut toucher en permanence. Donc on est aussi bien en archimédien qu'en aérien. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de connaissances et de points de réglage à avoir. Donc non, les bateaux, ils sont super intéressants. Et alors c'est assez étonnant parce que tu parles dans cette complexité, sans doute parce que maintenant elle est complètement maîtrisée, acquise, quasiment pas des voiles. Si, pourtant les voiles, c'est un sujet à part entière. Ben, les voiles, elles n'ont fait que s'aplatir. Donc on va de plus en plus vite, on crée notre vent apparent. Euh, les voiles, elles ont énormément évolué, elles sont moulées maintenant, depuis quelques années. Donc voilà, après la garde-robe, le choix des voiles, c'est chacun qui fait un peu sa sauce à sa façon de naviguer. Mais les voiles, alors, il y a plein de réglages différents, mais au niveau technicité, on a peu de soucis. Alors moi j'ai déchiré une grand voile sur la Jacques Vabre, mais elles sont quand même de plus en plus rigides, de plus en plus fiables. Euh, euh, les voiles ont énormément évolué, mais dernièrement, ce qui a vraiment évolué, c'est les carènes des bateaux, c'est ces foils, la façon de naviguer, de voler. Donc les voiles ont dû s'adapter à cette façon de naviguer. Et ce qui a évolué énormément aussi, c'est nos pilotages, un pilote automatique qui nous permet de tenir des cadences élevées de vitesse quasi 24 heures sur 24, quoi. Donc ouais, il y a eu énormément d'évolution sur nos IMOCA, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter en deux mots, sans rentrer dans les détails, mais en quoi ces pilotes ont progressé et tout simplement pour le grand public que effectivement vous pouvez aller à ces vitesses et envisager de faire des tours du monde en 70-75 jours grâce à ces pilotes? Ouais, bah, les pilotes ils sont intelligents, ils prennent plein de données du bateau, d'accélération. Dans le bateau, j'ai une petite boîte à chaussures, une centrale inertielle. Bah, c'est la même qu'on met sur les hélicoptères, avec les accélérations sur les trois axes. Ça envoie les informations à 100 Hz. 100 Hz, ça veut dire 100 informations à la seconde. Donc moi, mon petit cerveau, il n'est pas capable de gérer ça. Donc obligatoirement, le pilote, il barre mieux que moi déjà. Moi, je barre pour me faire plaisir, pour savoir si le bateau est bien réglé. Sinon, je le laisse faire et voilà. Et puis dans ce pilote-là, nous, on peut intervenir, on peut mettre plein de paramètres différents et variés pour adapter le pilotage en fonction de l'état de la mer, en fonction de nos sensations, de ce qu'on ressent. Donc c'est ce qu'on appelle des pilotes intelligents en fait. Et on peut faire des moyennes fantastiques, des moyennes journalières fantastiques grâce à ces pilotes qu'on ne tiendrait pas si on barrait le bateau à la main, quoi. C'est un peu l'autre révolution, hein. Il y a celle très visible du foil, Ouais.
Mais le pilote, c'est la deuxième révolution de Ouais. la discipline, Ouais, quand parce même. qu'en plus, ils arrivent à piloter avec un bateau qui vole, qui retouche l'eau, qui vole. On essaie aussi de travailler sur nos pilotes automatiques pour éviter que le bateau se cabre trop et décroche. Ouais, donc il y a encore plein d'évolutions à venir certainement sur le pilotage de nos bateaux. Ouais, Et donc, c'est aussi un talon d'Achille. Du coup, vous avez deux pilotes. ouais. Ouais. Bah ouais, c'est tellement plus simple d'allumer le deuxième quand le premier tombe en panne. Et on perd moins de temps surtout à trouver la panne et à essayer de réparer. On peut réparer plus tard, quoi. Donc il y a beaucoup de redondance sur nos bateaux, sur les pilotes, sur l'énergie du bord, sur beaucoup de choses est redondant, quoi. Et tant mieux, c'est bien parce qu'on sait très vite que dès qu'on a des outils comme ça en panne, on n'est plus en course. On perd trop de temps. Et alors, dans le matériel, puisque tu parles de redondance et de matériel de spare, de secours, euh, raconte-nous comment tu fais ton choix de matériel de secours. Par exemple, est-ce que vous emmenez des appendices de rechange? Parce que c'est là aussi un des talons d'Achille, c'est ce qui traîne dans l'eau. Alors déjà, on ne peut pas amener de foil de rechange, c'est tellement encombrant, volumineux et lourd, hein. Un foil, c'est 300-350 kg. Et on est incapable de le changer en solitaire, donc non, on n'a pas d'appendice de rechange comme ça. Par contre, on a beaucoup de matériel à bord qui nous permet de dépanner le bateau. On a du composite, on a du tissu à voile, on a du matériel électrique, du matériel électronique, du matériel informatique, du matériel hydraulique, on a plein de choses. Des bouts de rechange pour pouvoir changer des choses qui casseraient aussi à ce niveau-là. Donc on a... Mais nous, c'était bien parce qu'avec le précédent Vendée Globe, on avait déjà des listes de matériel de rechange de fait, donc ça nous a permis de gagner beaucoup de temps cette année pour préparer le prochain. Et les arbitrages se font en fonction du poids embarqué? Aussi, sachant qu'il ne faut rien oublier, donc des fois, il vaut mieux avoir un peu plus lourd que prévu, mais ne manquer de rien lorsqu'on en aura besoin pour dépanner. Ouais. Mais donc ça veut dire, par exemple, est-ce qu'on emmène un safran? Est-ce qu'on emmène des lattes de grand voile? On peut, ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est ce que tu as fait là? Bien sûr. Tu veux pas le dire? Si, je le dis parce que j'ai rien à cacher. Mais des lattes, j'en ai cassé sur la dernière transat, ça m'a énormément handicapé. Donc je ne vais pas partir autour du monde sans lattes de rechange. Donc oui, bien sûr que j'ai des lattes de rechange à bord. Et un safran? Et un safran aussi, ouais. Ça serait trop bête d'arrêter un tour du monde pour une casse de safran quand même. En plus, maintenant, les safrans extérieurs, relevables. Donc c'est beaucoup plus facile à changer que quand ils étaient sous voûte comme avant. Donc voilà, c'est un peu de poids, mais je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a un secteur, un domaine hydraulique, électronique, électrique qui t'inquiète ou qui serait sans doute le point faible de tous ces systèmes assez complexes? Non, pour l'instant, j'en vois pas parce que c'est vrai qu'on a beaucoup navigué, énormément navigué, que ce soit sur les courses de qualification, on les a quasi toutes faites. Enfin, on a pris au moins le départ de toutes. Et on est aussi allé s'entraîner l'hiver au Portugal. On a fait énormément de convoyages, d'entraînement. On a vraiment beaucoup navigué sur le bateau. Donc je pense qu'on a usé ce qui devait s'user ou casser. Et du coup, non, j'ai pas trop de points d'inquiétude sur le bateau en lui-même, quoi. Et alors pour toi, ce serait quoi un Vendée Globe réussi? Parce que tu as déjà fait ce qu'il y a de mieux. C'est sûr que c'est un sacré défi de repartir quand tu as gagné, hein. Tu sais que tu ne pourras pas faire mieux. Tu peux faire aussi bien, mais un Vendée Globe réussi, c'est de prendre beaucoup de plaisir et de le terminer surtout. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de gagner, il faut terminer. Et terminer un tour du monde, c'est déjà une victoire, quelle que soit la place. Et je pense que tous ceux qui ont terminé peuvent le dire. Voilà, et puis après la place, la vie de podium, pas de podium, la victoire, tout ça on verra ça plus tard, on fera les comptes à la fin. Moi je veux pas être déçu, quoi. Donc j'ai pas envie de me dire dans la tête, me mettre la pression sur quelques résultats que ce soit, parce que je veux pas être déçu, parce que je pense que c'est mon dernier Vendée Globe, enfin j'en suis sûr, en solitaire du moins. J'espère faire des tours du monde en équipage, mais j'ai envie de passer la main, d'accompagner un jeune pour la suite et c'est un peu comme ta dernière descente du ski le dimanche soir, quand tu rentres du ski, tu sais, tu as envie de profiter à fond de ce dernier moment. Et voilà, c'est comme ça que je le prends, mon Vendée Globe. Et je sais que si je me fais plaisir, les résultats suivront. Donc voilà. Bon, dernière question sur la sortie du chenal, qu'on sait très émotionnelle en général. Alors tu l'avais vécu en 2008 déjà. La dernière, elle était un peu spécifique parce que c'était le Covid.
Là, tu vas être, encore une fois, ça sera le dernier moment du tenant du titre, avant de passer la ligne et d'ouvrir une nouvelle page, une nouvelle histoire. À quoi tu t'attends sur ce dimanche 10 novembre au matin? Bah, ça va être génial. En plus, je crois que c'est Charlie qui part le premier et moi le deuxième. Alors, on va ouvrir le chenal à nous deux. Je trouve déjà ça le petit clin d'œil par rapport à l'arrivée il y a 4 ans. Je trouve ça assez marrant. Et puis ça va être une communion avec le public énorme. Beaucoup d'émotions, chose qu'on n'a pas eu il y a 4 ans à cause du Covid, c'est vrai. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être au départ du Vendée Globe. Et non, non, je m'attends à quelque chose d'assez grandiose avec énormément de monde sur les digues, en haut des immeubles, sur les balcons, sur l'eau, partout, partout, partout. Et moi, je trouve ça super. Eh ben, profite bien alors. Voilà, on va profiter. Merci beaucoup. Merci.